Ok, ça doit fonctionner. Bonjour. Donc, aujourd'hui, je vais lire un petit livre qui s'appelle Le Nez de Nicolas Gogol. C'est un écrivain classique russe qui est né en 1809 et qui est mort en 1852. Il n'a pas vécu très longtemps. Et c'est un romancier, nouvelliste, dramaturge, poète et critique littéraire. Et du coup, il a écrit Le Nez. C'est une sorte de petite nouvelle. C'est pas très long, quoi, c'est assez absurde, c'est du fantastique un petit peu. Voilà, je trouve ça assez rigolo, c'est marrant. Donc voilà. Donc le nez de Nicolas Gogol. Alors, un événement d'une bizarrerie extraordinaire s'est produit à Pétersbourg le 25 mars. Ivan Yakovlevitch, barbier demeurant avenue de l'Annonciation, son nom de famille est perdu et aucune autre indication n'est inscrite sur son enseigne, où un monsieur, la joue savonnée, est représenté avec l'inscription « On pratique aussi la saignée ». Le barbier, donc, Ivan Yakovlevitch, donc, se réveilla d'assez bonne heure et sentit une odeur de pain chaud. Se soulevant légèrement sur son lit, il vit que son épouse, une dame plutôt respectable, aimant fort boire du café, sortait du four des petits pains qui venaient tout juste d'être cuits. « Je ne prendrai pas de café aujourd'hui, Praskovia Osipovna, dit Ivan Yakovlevitch. Et à la place, j'ai envie de manger un petit pain chaud avec des oignons. » Ivan Yakovlevitch aurait bien voulu l'un et l'autre, en fait, mais il savait qu'il était parfaitement impossible d'exiger les deux à la fois, car Praskovia Osipovna n'aimait pas du tout pareil caprice. « Cet idiot n'a qu'à manger du pain. »« Moi, j'ai mieux, songea par devers elle son épouse. J'aurai une tasse de café en plus. » Et elle lança un pain sur la table. Ivan Yakovlevitch enfila son habit sur sa chemise pour être convenable et installé à table. Il saupoudra du sel, prépara 2 oignons, saisit un couteau et, prenant un air important, se mit à couper le pain. L'ayant incisé en 2 moitiés, il regarda au milieu et eut la surprise d'y apercevoir quelque chose de blanc. Il farfouilla prudemment avec son couteau et tâta la chose avec un doigt. « C'est charnu, se dit-il. Qu'est-ce que cela peut bien être ? » Il y fourra tous ses doigts et en sortit un nez. Les bras lui en tombèrent. Il se frotta les yeux, puis il palpa la chose. C'était un nez. Oui, vraiment, un nez. Et il semblait même appartenir à un homme qu'il connaissait. La terreur se peignit sur son visage. Mais cette terreur n'était rien comparée à l'indignation qui s'empara de son épouse. « Espèce de brute, où as-tu coupé ce nez ?» s'écria-t-elle en fureur. « Filou, ivrogne, je vais moi-même te dénoncer à la police. Quel brigand! Voilà déjà 3 clients qui me disent que lorsque tu les rases, tu leur tires tellement le nez qu'ils arrivent à peine à tenir en place. » Mais Ivan Yakovlevitch était plus mort que vif. Il avait reconnu ce nez comme étant celui du nul autre que de l'assesseur du collège, Kovaliov, qu'il rasait le mercredi et le dimanche. « Ça suffit, Praskovia Osipovna. Je vais le déposer dans un coin après l'avoir enveloppé dans un chiffon. Qu'il reste là un petit moment, je l'emporterai plus tard. Je ne veux rien entendre. Et il faudrait que je permette à un nez coupé de rester chez moi. Tu as le cœur aussi sec qu'une biscotte. Monsieur sait seulement frotter son rasoir sur le cuir. Et bientôt, il ne sera plus en état de faire son devoir. Roulure, vaurien. Il faudrait que je réponde de toi à la police. Un espèce de saligot aussi stupide qu'une bûche. Oust, hors d'ici, emporte-le où tu veux, mais que je ne renifle plus son odeur. » Ivan Yakovlevitch fut complètement stupéfait. Il pensait, mais ne savait quoi penser. « Le diable sait comment cela s'est produit, finit-il par dire, en se grattant derrière l'oreille. Est-ce qu'hier je suis revenu soûl ou non ? Je ne saurais l'affirmer à coup sûr. Mais tous les indices montrent que ce doit être un événement inconcevable. Le pain, n'est-ce pas ? C'est une chose qui se cuit. Quant au nez, il en va tout autrement. Je n'y comprends rien. » Ivan Yakovlevitch se tut. L'idée que la police pourrait découvrir chez lui un nez et l'accuser lui fit complètement perdre la tête. Il entrevoyait déjà un revers écarlate, joliment brodé d'argent,
une épée, et il se mit à trembler de tout son corps. Il finit par dénicher sa culotte et ses bottes, enfila ses guenilles, et sous les admonestations forcenées de Praskovia Ossipovna, enveloppa le nez dans un chiffon et sortit. Il voulait le fourrer quelque part, soit dans le creux d'une borne, sous une porte cochère, soit le laisser innocemment tomber, comme par mégarde, et puis se faufiler dans une ruelle. Mais malheureusement, il croisa une connaissance qui aussitôt lui demanda « Où vas-tu » Puis une autre « Qui vas-tu raser de si bonne heure ?» En sorte qu'Ivan Yakovlevitch ne put aucunement trouver l'occasion de le faire. À un autre moment, il l'avait vraiment laissé tomber, mais alors qu'il était déjà loin, un sergent de ville pointa vers lui sa hallebarde en faisant « Ramasse, qu'est-ce que tu as laissé tomber là-bas » Et Ivan Yakovlevitch dut ramasser le nez et le cacher dans sa poche. Il fut pris de désespoir, d'autant qu'il y avait de plus en plus de monde dans la rue au fur et à mesure que les magasins et les boutiques commençaient à ouvrir. Il décida de se rendre au pont Saint-Isaac. Ne pourrait-il pas se débrouiller pour le laisser tomber dans la Neva ? Mais je suis quelque peu coupable de n'avoir rien dit jusqu'à présent d'Ivan Yakovlevitch, un homme respectable sur de nombreux plans. Ivan Yakovlevitch, comme tout honnête artisan russe, était un épouvantable ivrogne. Et bien qu'il rasât chaque jour le menton d'autrui, le sien était perpétuellement isurte. L'habit d'Ivan Yakovlevitch, car Ivan Yakovlevitch ne portait jamais de redingote, était de couleur pie. À vrai dire, il était noir, mais entièrement pommelé de taches marron, jaunes et grises. Son revers était luisant, et à la place de 3 boutons ne pendaient que des fils. Ivan Yakovlevitch était un grand cynique. Et quand l'assesseur de collège lui disait habituellement durant le rasage « Tu as perpétuellement les mains qui puent, Ivan Yakovlevitch », il lui répondait alors par une question. « Pourquoi est-ce qu'elle puerait ?»« Je ne sais pas, mon vieux, mais il n'en reste pas moins qu'elle pue, » répliquait l'assesseur de collège. Et Ivan Yakovlevitch prisait du tabac, puis se vengeait en lui savonnant les joues, sous le nez, derrière l'oreille et en dessous de la barbe, bref, partout où il en avait envie. Ce respectable citoyen se trouvait déjà sur le pont Saint-Isaac. Il commença par regarder autour de lui, puis il se pencha sur la balustrade comme s'il observait l'eau sous le pont pour voir si elle était poissonneuse. Et il laissa tomber doucement le chiffon contenant le nez. Aussitôt, il eut l'impression de s'être débarrassé d'un poids de 10 pounds. 10 pounds, je ne sais pas comment on dit. Ça représente 16,3 kg. Ivan Yakovlevitch ricana même. Au lieu d'aller raser le menton des fonctionnaires, il se rendit dans un établissement qui avait comme enseigne « mai-été » afin d'y prendre un verre de punch, quand soudain il remarqua au bout du pont le commissaire de police du quartier, avec son port majestueux, ses immenses favoris, un tricorne et une épée. Il se figea, tandis que le commissaire lui faisait signe d'un doigt et lui demandait « Viens un peu par ici, l'ami !» Ivan Yakovlevitch, connaissant les usages, ôta de loin déjà sa casquette et s'étant approché promptement, il dit « Bien le bonjour, votre noblesse !»« Non, non, mon vieux, ne me donne pas du votre noblesse. Dis-moi donc ce que tu faisais sur le pont là-bas. Je vous jure, monsieur, que je vais raser quelqu'un, et je regardais simplement si le fleuve coulait rapidement. »« Tu mens, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je te prie de répondre. »« Je suis prêt à raser votre grâce 2 fois par semaine, même 3, sans discuter, répondit Ivan Yakovlevitch. Non, mon ami, je n'en ai rien à faire. J'ai 3 barbiers qui me rasent et qui considèrent même cela comme un grand honneur. Je te prie donc de me dire ce que tu faisais là-bas. Ivan Yakovlevitch blêmit. Mais l'événement se recouvre alors du brouillard, et on ignore complètement ce qui se passa par la suite. L'assesseur du collège, Kovalyov, se réveilla d'assez bonne heure et fit brrr avec ses lèvres, ce qu'il avait l'habitude de faire à son réveil, bien qu'il ne pût lui-même en saisir la raison. Kovalyov s'étira, se fit apporter le petit miroir posé sur la table. Il voulait examiner le bouton qui était apparu la veille au soir sur son nez, mais il eut l'immense surprise de n'apercevoir qu'une surface parfaitement lisse à la place de son nez. Épouvanté, Kovalyov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec une serviette. C'était exact.
Il n'y avait plus de nez. Il se mit à se tâter pour savoir s'il dormait ou non. Apparemment, il ne dormait pas. L'assesseur de collège, Kovalyov, bondit de son lit, se secoua. Plus de nez. Il se fit aussitôt apporter ses vêtements et fila tout droit chez le préfet de police. Il est toutefois nécessaire de dire quelques mots de Kovalyov, afin que le lecteur puisse se représenter à quelle catégorie appartenait cet assesseur de collège. Les assesseurs de collège, qui obtiennent ce titre grâce à des diplômes universitaires, ne sauraient en aucun cas être comparés à ceux qui étaient nommés dans le Caucase. Il s'agit de deux catégories tout à fait distinctes. Les assesseurs de collège diplômés, mais la Russie est une terre si extravagante que si l'on dit quoi que ce soit à propos d'un seul assesseur de collège, tous les autres de Riga au Kamtchatka, le prendront forcément à leur compte. Il en va de même si l'on discute des différents titres et des grades. Kovalyov était un assesseur de collège caucasien. Il possédait ce titre depuis 2 ans seulement et ne pouvait par conséquent l'oublier, ne serait-ce qu'un instant. Et afin de conférer à sa propre personne plus de noblesse et de poids, jamais il ne se qualifiait lui-même d'assesseur de collège, mais toujours de major. « Écoute, ma petite chatte », avait-il l'habitude de dire quand il rencontrait une femme qui vendait des plastrons dans la rue. « Viens chez moi, mon appartement est sur la Sadovaya. Tu n'as qu'à demander où habite le major Kovalyov. N'importe qui te renseignera. » Et s'il rencontrait un joli minois, il lui donnait en plus une prescription confidentielle en ajoutant « Ma petite chérie, tu demanderas l'appartement du major Kovalyov. » C'est pourquoi, désormais, nous allons nous-mêmes qualifier de major cet assesseur de collège. Chaque jour, le major Kovalyov avait l'habitude de bagnauder sur la perspective Nevsky. Le col de son plastron était toujours empesé et d'une propreté parfaite. Ses favoris appartenaient à l'espèce de ceux que l'on peut voir sur le visage des arpenteurs de chefs-lieux de district et de canton, des architectes et des médecins militaires, mais également de divers fonctionnaires chargés du maintien de l'ordre et en général des hommes qui ont les joues roses et replètes et sont d'excellents joueurs de boston. Ses favoris vont jusqu'au milieu même de la joue et atteignent carrément le nez. Le major Kovalyov arborait quantité de cachets en cornaline, certains gravés d'armoiries, d'autres portant le nom des jours, mercredi, jeudi, lundi, etc. Le major Kovalyov s'était rendu à Pétersbourg par nécessité, à savoir se chercher une place conforme à son titre, et en cas de réussite, une place de vice-gouverneur, sinon d'inspecteur dans quelque administration en vue. Il n'avait rien non plus contre le mariage, mais à la seule condition que la fiancée apporte un capital de 200 000 roubles. C'est pourquoi le lecteur peut maintenant juger de lui-même dans quelle situation se trouvait ce major, quand à la place d'un nez tout à fait convenable et de taille mesurée, il vit une surface parfaitement stupide, égale et lisse. Pour comble de malheur, pas le moindre fiacre n'apparaissait dans la rue, et il dut aller à pied, emmitouflé dans son manteau, le visage dissimulé derrière un mouchoir, comme s'il saignait du nez. Mais peut-être ai-je une hallucination? Il est impossible que mon nez ait disparu aussi bêtement, songea-t-il, et il entra dans un café-pâtisserie afin de se regarder dans un miroir. Par chance, il n'y avait personne. Des gamins balayaient les salles et disposaient les chaises. Certains, les yeux ensommeillés, emportaient des gâteaux tout chauds sur des plateaux. Les journaux de la veille, maculés de café, traînaient sur les tables et les chaises. « Bien, grâce à Dieu, il n'y a personne, fit-il. Je vais pouvoir me regarder maintenant. » Il s'approcha mollement d'un miroir et regarda. « Le diable sait ce qu'est cette saleté, fit-il en crachant. Si au moins il y avait quelque chose à la place du nez, mais il n'y a rien. Après s'être mordu les lèvres de dépit, il sortit du café-pâtisserie et décida, contrairement à ses habitudes, de ne regarder personne, ni de sourire à quiconque. Soudain, il s'arrêta comme cloué sur place, devant la porte d'un immeuble. Un phénomène inconcevable s'était produit sous ses yeux. Une voiture s'était arrêtée devant l'entrée. La portière s'était ouverte. Un monsieur en uniforme en avait jailli après s'être voûté, puis avait gravi les marches en courant. Quels ne furent pas l'effroi et en même temps la stupéfaction de Kovalyov quand il reconnut son propre nez. Face à ce spectacle extraordinaire, il eut l'impression que tout avait chaviré sous ses yeux.
Il sentit qu'il pouvait à peine tenir debout, mais il décida d'attendre coûte que coûte le retour du nez dans la voiture, tout tremblant comme s'il avait la fièvre. 2 minutes plus tard, le nez sortit. En effet, il portait un uniforme brodé d'or, avec un grand col droit. Il avait un pantalon en suède et une épée au côté. D'après son chapeau orné d'un plumet, on pouvait déduire qu'il se prétendait conseiller d'État. Tout permettait de conclure qu'il avait rendu une visite. Il regarda de part et d'autre et cria au cocher. « Arrive !» Il s'installa et repartit. Le pauvre Kovalyov faillit devenir fou. Il ne savait que penser d'un événement aussi étrange. Comment était-il possible, en effet, qu'un nez qui la veille encore était sur son visage et ne pouvait aller en voiture ni marcher, fût en uniforme? Il courut derrière la voiture, qui par chance alla non loin de là et s'arrêta devant la cathédrale Notre-Dame de Kazan. Il se précipita vers la cathédrale, traversa un rang de vieilles miséreuses, le visage bandé avec deux ouvertures pour les yeux, dont il se moquait tant jusque-là, et il pénétra dans l'église. Peu de fidèles se trouvaient à l'intérieur, tous se tenaient dans l'entrée près de la porte. Kovalyov éprouvait un tel abattement qu'il n'eut absolument pas la force de prier. Il chercha des yeux ce monsieur dans tous les coins. Il finit par le voir, qui se tenait à l'écart. Le nez cachait entièrement son visage, derrière son grand col droit, et priait avec une expression de piété très intense. Comment s'approcher de lui, songea Kovalyov. Son uniforme, son chapeau, tout indique qu'il s'agit d'un conseiller d'État. Le diable sait comment il faut s'y prendre. Il commença par tout sauter à côté de lui, mais pas un instant le nez n'abandonna son attitude fervente, et il s'inclinait profondément. « Cher monsieur, dit Kovalyov en s'évertuant à s'encourager intérieurement. Cher monsieur, que voulez-vous? Répondit le nez en se retournant. Je trouve étrange, cher monsieur. Il me semble que vous devriez connaître votre place. Et voilà que je vous retrouve soudain, et où je vous le demande, à l'église. Admettez que... Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le moindre sens à ce que vous daignez me dire. Expliquez-vous. Comment lui expliquer, songea Kovalyov, et rassemblant tout son courage, il lui déclara. Bien entendu, Au fait, je suis major. Admettez qu'il est pour moi inconvenant d'aller s'en nez. Je ne sais quelle marchande d'oranges épluchée sur le pont de l'Ascension peut se passer de nez, mais ayant l'intention d'obtenir, étant d'ailleurs connu de certaines dames dans de nombreuses maisons, comme Madame Tchektareva, l'épouse du conseiller d'État et d'autres encore. Jugez vous-même. Je ne sais, cher monsieur. Le major Kovalyov haussa alors les épaules. Excusez-moi, mais si l'on envisage la question conformément aux règles du devoir et de l'honneur, vous pouvez vous-même comprendre que... Je ne comprends décidément rien du tout, répondit le nez. Expliquez-vous de façon plus opportune. Cher monsieur, dit Kovalyov, pénétré du sentiment de sa propre dignité, je ne sais comment je dois entendre vos paroles. Il me semble, en l'occurrence, que toute cette affaire est parfaitement claire. Ou alors vous voulez... Mais enfin, vous êtes mon propre nez. Le nez regarda le major et ses sourcils se froncèrent quelque peu. Vous faites erreur, cher monsieur. Je suis à moi-même. En outre, nous ne saurions être des intimes. Si j'en juge d'après les boutons de votre uniforme, vous devez travailler dans un autre service. Cela dit, le nez se retourna et se remit à prier. Kovalyov était complètement décontenancé, ne sachant que faire, ni même que penser. On aperçut alors le bruissement agréable d'une robe. Une dame d'un certain âge, toute parée de dentelle, s'approcha accompagnée d'une femme fort menue, vêtue d'une robe blanche qui dessinait très joliment sa taille élancée, et coiffée d'un petit chapeau de paille léger comme un gâteau. Un grand haïduc, pourvu de volumineux favoris et d'une bonne douzaine de collets, s'arrêta derrière elle et ouvrit une tabatière. Kovalyov se rapprocha, dégagea le col en batiste de son plastron, arrangea les cachets suspendus à sa chaîne d'or, et souriant ici et là, tourna toute son attention sur la dame délicate, qui, telle une fleur printanière, s'inclinait légèrement
et portait à son front sa petite main blanche, aux doigts quasiment diaphanes. Le sourire s'étala plus encore sur le visage de Kovalyov, quand il vit sous le chapeau son petit menton arrondi, d'une blancheur éclatante et une partie de sa joue ombrée de la couleur de la première rosée du printemps. Mais soudain il fit un bond de côté, comme s'il s'était brûlé. Il se souvint qu'à la place de son nez, il n'avait absolument rien, et des larmes jaillirent de ses yeux. Il se retourna avec l'intention de dire tout net au monsieur en uniforme qu'il feignait seulement d'être un conseiller d'État, qu'il était un filou et un vaurien, rien de plus que son propre nez. Mais le nez n'était plus là. Il avait réussi à décamper sans doute pour rendre quelques nouvelles visites. Kovalyov en fut au désespoir. Il revint sur ses pas et s'arrêta un instant, sous la colonnade, regardant attentivement de tous côtés, pour voir si son nez n'apparaissait pas quelque part. Il se souvenait fort bien que son chapeau avait un plumet, et que son uniforme était passementé d'or, mais il n'avait pas remarqué son manteau, ni la couleur de sa voiture, ni ses chevaux, ni même si quelques valets de pied le suivaient et avec quelle livrée. En outre, il y avait une telle quantité de voitures qui allaient et venaient, et avec une telle vitesse, qu'il était difficile de discerner quoi que ce soit. Même s'il avait remarqué l'une d'elles, il n'aurait eu aucun moyen de l'arrêter. C'était une journée magnifique et ensoleillée. Une foule de gens se trouvait sur la perspective Nevski. Une véritable cascade fleurie de dames jaillissait sur tout le trottoir, depuis le pont de la police jusqu'au pont Anitchkov. Je vais fermer la porte. Voilà. Donc, une véritable cascade. Voilà. Il voyait là-bas un conseiller de la cour de sa connaissance à qui il donnait du lieutenant-colonel, singulièrement en présence d'étrangers. Il voyait aussi là-bas Yarishkin, un chef de bureau du Sénat, un grand ami, qui ne cessait de remiser au Boston quand il jouait le 8. Il voyait également un autre major qui avait obtenu son titre d'assesseur dans le Caucase et qui agitait la main afin qu'il vienne le rejoindre. Que le diable l'emporte, fit Kovalyov. Hé, cocher, emmène-moi tout droit chez le préfet de police. Kovalyov monta dans la voiture et ne cessa de criailler au cocher. File à fond de train. Le préfet de police est-il là s'écria-t-il en pénétrant dans l'antichambre. Absolument pas, répondit l'huissier. Il vient de partir. Quelle poisse! Oui, ajouta l'huissier, il vient tout juste de partir. Vous seriez venu un instant plus tôt, vous l'auriez peut-être trouvé chez lui. Kovalyov, qui n'ôtait pas le mouchoir de son visage, prit un fiacre et s'écria d'une voix désespérée. File! Où? Demanda le cocher. File tout droit. Comment ça tout droit? Il y a un carrefour jusque-là, à droite ou à gauche? Cette question laissa Kovalyov confondu et le fit de nouveau réfléchir. Dans sa situation, il devait avant tout s'adresser au tribunal de police. Non parce qu'il avait un rapport direct avec le maintien de l'ordre, mais parce que ses décisions pouvaient être prises bien plus rapidement qu'ailleurs. Quant à obtenir satisfaction auprès des autorités de l'administration, où le nez avait prétendu travailler, la chose eût été insensée, car ne serait-ce que d'après les propres réponses du nez, on pouvait se rendre compte que rien n'était sacré pour cet homme, et qu'il pouvait mentir dans ces circonstances, tout comme il l'avait fait en assurant qu'il ne l'avait jamais rencontré. Donc Kovalyov allait donner l'ordre de se rendre au tribunal de police, quand il songea que ce fripon, ce filou, dont l'attitude lors de leur première rencontre avait été si perfide, pouvait de nouveau saisir l'occasion de quitter sans peine la ville, toutes les recherches devenant alors vaines ou pouvant durer, à Dieu ne plaise, un mois entier. Enfin, le ciel lui-même sembla lui faire entendre raison. Il décida de s'adresser directement au bureau des petites annonces d'un journal et de faire au préalable un communiqué comprenant la description circonstanciée de toutes les caractéristiques, afin que toute personne le rencontrant pût à l'instant même le présenter chez lui ou au moins l'informer de son lieu de résidence. Cette décision prise, il donna l'ordre au cocher de se rendre au bureau des petites annonces, et durant tout le trajet, il ne cessa de tambouriner son dos de coups de poing en le harcelant avec des
Plus vite, Gredin, plus vite, Filou. Eh, monsieur, lui répondait le cocher, hochant la tête et foyant avec ses guides. Hochant la tête et foyant avec ses guides son cheval, dont les poils étaient aussi longs que ceux d'un bichon. La voiture s'arrêta enfin, et Kovalyov, haletant, s'engouffra dans une petite antichambre où un employé grisonnant, vêtu d'un vieil habit et portant des lunettes, était assis derrière un bureau, sa plume entre les dents, et il comptait la petite monnaie qu'on lui avait apportée. « Qui reçoit les petites annonces ici » s'écria Kovalyov. « Ah, bonjour !»« Mes respects, dit l'employé grisonnant, après avoir levé un instant ses yeux pour les rabaisser sur les tas de pièces étalées. « Je désire faire publier. »« Permettez, je vous prie de patienter un petit moment, » fit le fonctionnaire qui inscrivait d'une main un chiffre sur un papier et déplaçait avec les doigts de sa main gauche 2 boules d'un boulier. Un domestique galonné, dont l'allure indiquait qu'il servait dans une maison aristocratique, se tenait à côté du bureau, serrant une note dans les mains, et il crut opportun de faire preuve de sa courtoisie. « Croyez-moi, monsieur, un petit cabot ne mérite pas 8 pièces, de 10 kopecks. Enfin, je veux dire que je ne donnerai pas 8 sous pour lui. Mais la comtesse l'adore, je vous le jure, elle l'adore, et elle est prête à donner 100 roubles à celui qui le rapportera. Pour parler avec bienséance, les gens, comme vous et moi, qui sommes ici, nous avons des goûts parfaitement disparates. Un chasseur, par exemple, tiendra à un chien d'arrêt ou à un barbet, et il ne fera pas l'économie de 5 cents, voire de 1000 roubles, à condition toutefois qu'il s'agisse d'un beau chien. » Le respectable employé écoutait ces paroles en prenant un air important, tout en s'occupant de ses décomptes, à savoir combien de signes comprenait la note qu'on lui avait apportée. De part et d'autre se trouvaient beaucoup de vieilles femmes, de commis de marchands et de concierges qui tenaient leurs billets. Dans l'un, on signifiait qu'on offrait les services d'un cocher de conduite sobre, dans l'autre, une calèche de 12 ans d'âge, ayant peu servi, importée de Paris en 1814. Là, on libérait une servante de 19 ans qualifiée en matière de lessive et pouvant également accomplir diverses autres tâches. On vendait un cabriolet solide auquel manquait un ressort, un jeune cheval fougueux, pommelé de gris, de 17 ans d'âge, de nouvelles semences de navets et de radis reçues de Londres, une maison de campagne avec toutes ses dépendances, 2 écuries pour les chevaux, un terrain où l'on pouvait planter un merveilleux bois de bouleau ou de pin. On trouvait même un avis destiné à ceux qui désiraient acheter de vieilles semelles, lesquelles étaient invités à se présenter à la revente chaque jour de 8 heures du matin à 3 heures. La pièce où se trouvait rassemblée toute cette compagnie était petite et l'air y était extrêmement confiné. Mais l'assesseur de collège, Kovalyov, ne pouvait sentir cette odeur car il se dissimulait derrière un mouchoir et parce que son nez lui-même nichait Dieu sait tout. « Tiens, monsieur, permettez-moi d'insister. C'est vraiment très important, finit-il par dire d'un ton impatient. Tout de suite. 2 roubles, 43 kopecks, un instant, 1 rouble, 64 kopecks, proféra le monsieur aux cheveux gris en jetant les notes à la figure des vieilles femmes et des concierges. Que désirez-vous ? Demanda-t-il enfin en s'adressant à Kovalyov. Je vous prie de, fit Kovalyov. Il s'est produit une filouterie ou une machination. Je n'arrive absolument pas à tirer les choses au clair pour le moment. Je demande seulement qu'on annonce que celui qui me ramènera ce misérable recevra une récompense convenable. Permettez-moi de vous demander son nom. Votre nom. Pas question. Pourquoi vous donnerais-je mon nom ? Il m'est impossible de vous le dire. J'ai de nombreuses relations. Madame Tchetareva, l'épouse du conseiller d'État, Palageia Grigorievna, Podstochina, l'épouse d'un officier supérieur. S'il venait à l'apprendre, Dieu m'en garde. Vous pouvez simplement écrire un assesseur de collège, ou mieux encore, un fonctionnaire ayant le grade de major. Et le fuyard fait partie de vos gens ? Que viennent faire ici mes gens ? La filouterie n'aurait pas été si importante. Celui qui s'est enfui de chez moi, c'est mon nez. Quel nom étrange. Et ce monsieur mon nez vous a volé une grosse somme ? Un nez. C'est-à-dire que vous faites erreur. C'est mon nez, mon propre nez qui a disparu, je ne sais où. C'est le diable qui a voulu me jouer un tour. Mais comment a-t-il pu disparaître ? Il y a là une chose que je n'arrive pas très bien à comprendre. Mais
Je ne peux pas vous dire comment. L'essentiel toutefois, c'est qu'à présent, il se promène en ville en se faisant passer pour un conseiller d'État. C'est pourquoi je vous demande d'annoncer que celui qui l'attrapera est prié de me le présenter aussitôt et le plus promptement possible. Jugez vous-même, en effet, comment puis-je vivre sans cet appendice aussi voyant? Ce n'est pas comme n'importe quel petit doigt de pied ou que j'enfilerais dans une botte si je ne l'avais plus. Personne ne s'en apercevrait. Mais tous les jeudis, je vais chez l'épouse du conseiller d'État, Tektarev. Quant à Madame Podotchina, Palageia Grigorievna, l'épouse de l'officier supérieur, elle a d'ailleurs une fille fort mignonne. Et puis j'ai aussi de bons amis, rendez-vous compte, comment puis-je maintenant? Désormais, il m'est impossible de me présenter chez elle. L'employé réfléchit, comme l'indiquaient ses lèvres fortement serrées. Non, je ne peux pas publier une annonce pareille dans les journaux, finit-il par dire après un long silence. Comment? Pourquoi? C'est comme ça. Un journal pourrait y perdre sa réputation. Si n'importe qui se met à écrire que son nez s'est enfui, on prétend déjà que nous publions beaucoup d'absurdités et de fausses rumeurs. Mais en quoi cette affaire est-elle absurde? Il me semble qu'il n'y a rien de tel. C'est vous qui le croyez? Tenez, la semaine dernière, il y a eu un cas similaire. Un fonctionnaire s'est présenté de la même façon, comme vous tout à l'heure. Il a apporté un billet et il a dû régler la somme de 2 roubles 73 kopecks. Son annonce se résumait au fait qu'un caniche au poil noir s'était enfui. Et de quoi pensez-vous qu'il s'agissait? Eh bien, c'était une pantalonnade. Le caniche en question, c'était le trésorier de je ne sais plus quelle administration. Mais enfin, mon annonce ne concerne pas un caniche, mais mon propre nez. Par conséquent, c'est presque comme si je la faisais à mon propre sujet. Non, je ne peux absolument pas faire paraître une telle annonce. Alors que mon nez a vraiment disparu? S'il a disparu, c'est l'affaire des médecins. On dit qu'il existe des gens qui peuvent remplacer n'importe quel nez. Mais je remarque d'ailleurs que vous devez être un homme au caractère enjoué et qui aime à plaisanter en société. Je vous le jure, aussi vrai que Dieu est saint. Il va sans doute falloir, si on en arrive là, que je vous montre la chose. Pourquoi vous inquiéter? Poursuivit l'employé en prisant du tabac. D'ailleurs, si cela ne vous dérange pas, ajouta-t-il dans un mouvement de curiosité, j'aurais bien envie d'y jeter un œil. L'assesseur de collège ôta le mouchoir de son visage. Ah ouais, en effet, c'est extrêmement bizarre, dit l'employé. L'endroit est parfaitement lisse, comme une crêpe tout juste cuite. Oui, c'est incroyablement plat. Alors, allez-vous encore discuter maintenant? Vous voyez vous-même qu'il est impossible de ne pas la publier. Je vous en serai particulièrement reconnaissant, et je suis ravi à cette occasion d'avoir eu le plaisir de faire votre connaissance. On constatera que le major s'était résolu, cette fois, à faire quelques courbettes. Pour ce qui est de la publier, certes, ce n'est pas grand-chose, assura l'employé. Seulement, je n'en attends guère de profit pour vous. Si vous le voulez vraiment, donnez l'annonce à rédiger à quelqu'un ayant une plume habile, afin qu'il décrive la chose comme un phénomène extraordinaire de la nature, et qu'il publie cet articulet dans l'Abeille du Nord. Là, il s'offrait une nouvelle prise de tabac. Pour servir à la jeunesse. Là, il se frotta le nez. Ou bien juste comme ça, pour satisfaire la curiosité du public en général. L'assesseur de collège était complètement désespéré. Il baissa les yeux vers le journal où se trouvaient les annonces des spectacles. Son visage s'apprêtait déjà à sourire, car il avait aperçu le nom d'une actrice mignonne et sa main se dirigeait déjà vers sa poche pour vérifier s'il n'avait pas sur lui un billet bleu. Car Kovalyov estimait que les officiers supérieurs se devaient d'être assis dans des fauteuils. Quand il pensa à son nez, tout fut gâché. L'employé semblait touché par la situation scabreuse où se trouvait Kovalyov. Désirant alléger un tant soit peu sa détresse, il estima convenable d'exprimer sa sympathie en quelques mots. « Je suis vraiment désolé qu'une pareille déconvenue vous soit arrivée. Ne souhaiteriez-vous pas priser un peu de tabac? Cela dissipe les maux de tête et les tendances à la tristesse. Et c'est même souverain contre les hémorroïdes. » Tout en parlant, l'employé approcha de Kovalyov sa tabatière, sous laquelle il avait fait assez habilement passer le couvercle, qu'ornait le portrait d'une dame en chapeau. Ce geste déplacé fit sortir Kovalyov de ses gonds. « Je ne sais comment vous estimez que c'est le moment de faire des plaisanteries, éclata-t-il. Ne voyez-vous pas qu'il me manque
ce grâce à quoi je pourrais priser. Que le diable l'emporte, votre tabac. Je ne peux désormais plus sentir le tabac. Et il ne s'agit pas seulement de votre affreux Bérézinski. C'eût été la première chose si vous m'aviez proposé du râpé. C'eût été la même chose si vous m'aviez proposé du râpé. Cela dit, il sortit du bureau des petites annonces, profondément dépité, et se rendit chez le commissaire du quartier, grand amateur de sucre. Chez lui, toute l'entrée qui servait également de salle à manger était ornementée de têtes sculptées en sucre, dont certains marchands l'avaient pourvu en signe d'amitié. À cette heure, la cuisinière retirait ses bottes de service au commissaire. Son épée, toute sa panoplie militaire était étalée dans les coins, et son fiston de 3 ans tripotait déjà le tricorne terrifiant. Quant à lui, après sa journée de combat et de bataille, il s'apprêtait à goûter les plaisirs de ce monde. Kovalyov se présenta chez lui, juste au moment où, après s'être étiré et s'être raclé la gorge, il disait « je me ferais bien un petit somme de 2 heures. » Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons prévoir que la venue de l'assesseur du collège allait être tout à fait intempestive. Et je me demande, quand bien même lui aurait-il alors apporté quelques livres de thé ou un coupon de tissu, s'il n'aurait pas été reçu, avec une excessive indifférence. Le commissaire était un grand protecteur des arts et des produits manufacturés, mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'étaient les billets de banque. Cette chose-là, avait-il coutume de répéter, mais il n'y a rien de mieux qu'elle. Elle ne réclame pas à manger, elle occupe peu de place, elle se logera toujours dans une poche, et si on la laisse tomber, elle ne se brisera pas. Le commissaire accueillit Kovalyov assez sèchement et lui dit qu'il n'était pas opportun de mener une enquête après le déjeuner, que la nature elle-même avait prescrit qu'après avoir bien mangé, il était nécessaire de prendre un peu de repos. Paroles qui indiquèrent à l'assesseur de collège que le commissaire n'était pas sans savoir les maximes des sages d'autrefois, qu'on n'arracherait pas le nez d'un honnête homme, et qu'il y avait beaucoup de majors de toutes sortes en ce bas monde, lesquels n'avaient même pas de sous-vêtements, dans un état convenable, et traînaient dans toutes sortes de lieux malfamés. Autrement dit, il était tombé en plein dans le mille. Remarquons que Kovalyov était un homme fort ombrageux, capable de pardonner tout ce qu'on pouvait dire le concernant. En aucun cas il n'admettait qu'il soit question des grades ou des titres. Il estimait même que l'on pouvait laisser passer, dans les représentations théâtrales, tout ce qui avait trait aux officiers subalternes, mais en aucun cas on ne devait attaquer les officiers supérieurs. L'accueil du commissaire le plongea dans une telle confusion qu'il secoua la tête et déclara avec une expression empreinte de dignité et en écartant légèrement ses bras: « J'avoue qu'après des remarques aussi désobligeantes de votre part, je ne puis rien ajouter. » Et il sortit. Il arriva chez lui, les jambes en capilotade. Il faisait déjà nuit. Après toutes ses recherches vaines, son appartement lui parut affligeant et parfaitement hideux. Après avoir pénétré dans l'entrée, il découvrit Ivan, son domestique, allongé sur le dos sur le canapé de cuir taché, qui crachait vers le plafond, atteignant avec un certain succès toujours le même endroit. Une telle insensibilité de la part d'un être humain le mit en rage. Il lui frappa la tête avec son chapeau en lui déclarant: « Espèce de porc, tu passes ton temps à faire des bêtises. » Ivan bondit en toute hâte et se précipita pour lui ôter son manteau. Une fois dans sa chambre, le major Kovalyov, fatigué et affligé, se jeta dans un fauteuil. Enfin, après quelques soupirs, il dit: « mon Dieu, pourquoi m'arrive-t-il un tel malheur? S'il me manquait un bras ou une jambe, tout irait mieux. Si je n'avais plus d'oreilles, ce serait certes répugnant, mais plus supportable tout de même. Mais sans nez, un homme est le diable, c'est quoi? Un oiseau qui n'est pas un oiseau, un citoyen qui n'est pas un citoyen, bon à attraper et à flanquer par la fenêtre. Et si au moins on me l'avait coupé, à la guerre ou dans un duel, ou bien si c'était ma faute, mais il a disparu pour rien, il a disparu inutilement, pour pas un rond. Mais non, ce n'est pas possible, ajouta-t-il après un moment de réflexion. C'est invraisemblable qu'un nez ait disparu, absolument invraisemblable. Je dois être en train de faire un rêve, ou simplement, je me l'imagine, peut-être me suis-je trompé. Et au lieu d'eau, j'ai bu l'alcool, avec lequel je me frictionne après m'être rasé la barbe. Ivan, l'imbécile, n'a pas rangé le flacon, et moi, sans doute, j'ai dû le prendre.
Afin de s'assurer qu'effectivement il n'était pas soûl, le major se pinça si douloureusement qu'il poussa un cri. Cette douleur lui confirma parfaitement qu'il s'agissait et vivait tout éveillé. Il s'approcha tout doucement du miroir et commença par froncer les yeux, en se disant que le nez réapparaîtrait peut-être à sa place. Mais à l'instant, il bondit en arrière, en disant « Quelle mine répugnante !» Il est vrai que c'était incompréhensible. Si un bouton d'uniforme avait disparu, voire une cuillère en argent, une montre ou quelque objet de ce genre. Mais cette disparition, et la disparition de quoi en plus? Dans son propre appartement, par-dessus le marché. Après avoir examiné toutes les circonstances, le major Kovalyov fit une supposition, qui était probablement la plus proche de la vérité. Celle qui était coupable de tout ne devait être nulle autre que l'épouse de l'officier supérieur Podotchine, laquelle souhaitait qu'il se mariât avec sa fille. Lui-même aimait la courtiser, certes, mais il éludait un arrangement définitif, et quand l'épouse de l'officier supérieur lui avait déclaré tout de go qu'elle voulait un mariage avec sa fille, il s'était dérobé fort prudemment, en rengainant ses compliments, déclarant qu'il était encore jeune, qu'il devait servir 5 petites années supplémentaires, jusqu'à ce qu'il ait exactement 42 ans. Et c'est pourquoi l'épouse de l'officier supérieur, sans doute par vengeance, s'était résolue à lui gâcher la vie, en utilisant les services de quelques jeteuses de sorts, car on ne pouvait en aucune façon supposer que son nez avait été coupé. Personne n'entrait dans sa chambre. Quant au barbier Ivan Yakovlevitch, il l'avait encore rasé mercredi, et durant tout ce mercredi, et même au cours du jeudi, son nez était demeuré entier. Il s'en souvenait, elle savait fort bien. En outre, il aurait ressenti une douleur. Et il ne fait pas de doute que la plaie n'aurait pu se cicatriser aussi vite et être aussi lisse qu'une crêpe. Il échafaudait les plans dans sa tête. Devait-il porter plainte par les voies légales contre l'épouse de l'officier supérieur, ou bien se présenter lui-même chez elle et l'incriminer? Ses réflexions furent interrompues par la lumière qui commençait à poindre à travers toutes les fissures de la porte. Preuve qu'Ivan venait d'allumer la chandelle dans l'entrée. Bientôt, Ivan lui-même se présenta, la portant devant lui et éclairant d'une vive clarté toute la pièce. Le premier mouvement de Kovalyov fut de saisir son mouchoir et de couvrir l'endroit où, hier encore, se trouvait un nez, afin que cet homme, stupide en effet, ne bâille pas aux corneilles en découvrant une bizarrerie pareille chez son maître. Je vais m'arrêter un peu là, parce que je commence à bégayer. Là, quand on lit beaucoup, à force, on bégaye. Il reste pas grand, enfin, il reste quand même une trentaine de pages. Donc là, j'en ai fait 39. Donc voilà, donc c'est quand même assez amusant cette histoire de nez qui disparaît. Est-ce que Kovalyov va retrouver son nez? Quel suspense! Nous le saurons dans la prochaine partie, la prochaine fois. Donc voilà. Bonne journée tout le monde. Il fait pas beau ici, mais voilà, gardons le sourire et la bonne humeur. Arrêtez le stream. Bonne journée!